Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 du balado de l'AEQJ. Je suis Amélie Bibeau, je suis la présidente de l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la jeunesse, aussi appelée l'AEQJ. Et je suis vraiment super excitée aujourd'hui parce que c'est le lancement de notre saison 2 du balado qu'on a lancé en 2021. Alors aujourd'hui, d'entrée de jeu, on va parler d'un sujet qui me passionne. On va parler de l'inspiration, mais aussi des rêves, de réaliser ses rêves, mais du monde des rêves, de comment on crée des mondes, comment on crée des personnages et une certaine magie là, qui se trouve à travers ça. Donc, on va faire ça en présence de notre invité, Patrick Blanchette, qui est un BDiste du Québec et qui a écrit la série Aube, qui comporte 2 tomes pour le moment, mais dont le tome 3 va paraître cet hiver, donc en janvier 2024. Et ça me fait vraiment très plaisir de vous le présenter. Bonne écoute! Bonjour à tous, bonjour Amélie. Bonjour, bonjour Patrick! Je Je suis vraiment participe au contente de podcast commencer pour avec lancer toi. la tendance. Ouais, Écoute, j'avais vraiment très hâte de te reparler parce que dans le fond, on s'est déjà parlé de tout ça, mais je pense que c'est vraiment intéressant que tout le monde en entende parler. J'aimerais ça que tu commences par nous parler de ton parcours, de comment t'en es venu à devenir BDiste. Je veux dire, BDiste au Québec, tu sais, il n'y en a pas tant que ça. Ben, C'est fascinant. ce qui m'a intéressé à la bande dessinée quand j'étais petit, il y a deux choses. La première, c'est mon frère qui avait découvert la série Dragon Ball à la bibliothèque, là, qui étaient les seuls mangas qui se rendaient avec Homo sur la côte nord. C'est ça, puis il avait trippé, il avait commencé à dessiner, puis il m'avait montré des trucs de dessin, puis c'est comme ça que j'avais accroché. Mais moi, les Dragon Ball, j'avais jamais tant accroché. Ce qui m'a accroché à la bande dessinée, puis c'est en fait une émission à Télétoon, c'est Sakura chasseuse de cartes, qui est une adaptation d'un animé japonais, d'un manga japonais en animé. Puis c'était un des premiers animés qui se rendait au Canada, au Québec, à Télétoon. Puis c'est ça, j'avais vraiment accroché, là. C'était une série, où c'était une fille, le personnage principal. Puis c'était un petit peu plus pour les filles, mais c'était quand même aussi accrocheur pour les gars. Fait que souvent, je me faisais un peu écœurer à l'école. Je voulais pas que les gens le sachent, mais moi, j'aimais ça, puis je trippais, puis j'étais tout le temps là quand c'était l'heure. Puis c'est ça en même temps, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, souvent, mes personnages, c'est des filles. Mhm. Ça, c'est de là que ça vient. Mais c'est ça. Puis C'est là, intéressant, les filles aussi. C'est ça, ben, j'essaie de. Tu sais, on dirait que c'est comme ah non, c'est pour les filles, faut pas le dire. Mais Ben oui, tu sais, il y a beaucoup souvent, d'émissions. des fois, dans les séries qui visent un peu plus les filles, il y a un petit peu plus d'attention justement aux émotions des personnages. Puis Mm. je trouve que des fois, ça manque peut-être aux séries qui visent plus les gars. Puis Mhm. même, tu sais, tu peux avoir quand même de l'action, mais quand même développer les personnages puis leur émotion, je pense que c'est important. Fait que c'est de là que ça vient un peu. Mais c'est ça. Fait que, avec ça, j'ai dessiné je dessinais du manga. Je voulais être auteur de manga toute ma jeunesse à travers le secondaire. Mais là, j'étais à Baie-Comeau, tu sais, personne ne sait c'est quoi. Genre. Euh, Ouais. ça se faisait pas vraiment au Québec. Là. Fait que là, arrivé au cégep, j'ai déménagé à Québec pour étudier en art plastique. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire de la bande dessinée, mais je connaissais pas les programmes de dessin animé, les programmes d'animation. Je ne Mhm. connaissais pas tant ça. Donc là, j'ai étudié en art plastique et je me suis rendu compte vite que le manga, il s'en faisait pas beaucoup au Québec, donc il fallait que je sois plus ouvert d'esprit et que j'intègre d'autres influences à mon style si je voulais être publié. Donc, à ce moment-là, ça tombait bien il y a comme eu une renaissance des cartoons américains. Je pense que justement, il y a des gens qui ont grandi un peu avec les animés des années 80 qui maintenant faisaient des shows, puis il y avait plus d'emphase sur l'histoire, c'était moins épisodique. On peut Mhm. penser à Adventure Time, Steven Universe, tout ce qui est sorti dans les années 2010. Là, quand j'ai vu ça passer, j'ai commencé à trouver ça intéressant parce que je voyais que, OK, là, ça n'a pas besoin d'être juste des épisodes où tout repart à zéro à l'épisode d'après. Tu sais, il peut y avoir une histoire qui se développe, il y a des personnages qui se créent. Puis là j'ai commencé à voir, OK, ben finalement, ce que j'aime du manga,
c'est pas nécessairement le style de dessin, c'est la manière de raconter, puis le fait que les livres sont plus gros, qu'il n'y a pas de couleur, donc c'est plus d'histoire. Tu sais. C'est un Mhm. peu. Là, je commençais à diversifier mon style un peu en intégrant des influences du cartoon américain. Euh, mais à ce moment-là, je connaissais pas vraiment les maisons d'édition au Québec, donc j'avais en tête que pour publier de la bande dessinée, je devais aller voir la France, parce que, où ça se donnait. Puis à la fin de mon programme d'études au Cégep, j'avais l'occasion de faire un stage à l'étranger. Donc, je suis OK. allé un mois et demi en Belgique, aux éditions Dupuis. Eh J'avais oui, eu un, pas à la l'expo, place, là, tu tout sais. ça, là, non, c'était la place, mais Eh oui. j'avais eu un stage en multimédia, donc c'est pas exactement comme en bande dessinée, mais j'étais dans le département multimédia, fait que je pouvais rencontrer les auteurs des fois, je pouvais parler aux éditeurs, puis à ce moment-là, je développais un projet BD que j'aurais aimé faire, que il il y avait déjà l'aspect comme deux mondes que j'ai un peu dans l'autre, où tu avais le monde que tu vois le jour, puis le monde que tu vois la nuit. Le personnage, était comme un super-héros somnambule, là, c'était spécial un peu. Mais c'est ça. Puis il y avait une ambiance de couleur pour le jour, puis une ambiance de couleur pour la nuit, qui est un aspect qui revient dans Hope. Ouais. Et mais c'était le fait de. J'ai présenté à l'éditeur, tu sais, j'ai eu du feedback, mais ça m'a vraiment appris un peu qu'est-ce que les éditeurs recherchent, comment faire un projet qui est plus commercialement viable, si on veut, là, parce que tu sais, Mhm. c'était assez expérimental ce que j'avais en tête. Donc, c'est ça. Donc, finalement, j'ai pas eu de contrat d'édition de ce voyage-là, mais j'ai beaucoup appris sur qu'est-ce qui allait marcher. Puis là, de retour au Québec, j'avais besoin d'un emploi. Là. Je voyais que je pourrais pas vivre juste de la BD. Donc, là, j'avais un ami qui m'a parlé du programme d'animation de l'Université Laval, animation 2D, 3D. Là, je me suis inscrit là-dedans. J'ai fait mon 3 ans d'animation en prenant le plus de cours possible. Là. Je voulais faire le plus vite possible parce que j'avais hâte d'être sur le marché du travail. J'avais quand même fait presque 5-6 ans de cégep. Ouais. Euh, c'est ça. Mais puis là, à l'université, je savais, OK, je vais essayer d'être storyboard artiste parce que c'est ce qu'il y a de plus proche de la bande dessinée, mais en animation. Tu sais, storyboard artiste, c'est la personne qui traduit le texte écrit en images. Donc, tu dessines beaucoup des sketchs puis tu indiques aux animateurs qu'est-ce qu'ils vont devoir faire bouger après. Tu sais. Donc, Est-ce que ça aussi pour les films ou c'est seulement sur les animés? il y a ça Les pour tout, albums? les films, les dessins animés, des fois la publicité, c'est OK. très vaste, là. C'est OK, quand fait que tu as c'est besoin varié. de rapidement donner une vision de ce que le produit final doit avoir l'air. Mhm. C'est ça, mais c'était une formation générale où on voyait animation 2D, animation 3D, donc c'est vraiment, par choix personnel, je me suis concentré plus sur le 2D. Puis, en ce moment, dans cette formation-là, à la dernière session, il fallait faire un film d'étudiant. OK. Et moi, je voulais faire un pilote pour Aube, là. Je développais le projet, c'est là que je commençais à y penser. Puis finalement, j'ai visé un peu trop gros, là. Le film, c'était 2 minutes, je pense, puis moi, j'étais pas loin de 6 minutes. Puis, dans le fond, la dernière session, avant le début de la session, j'avais eu une offre d'emploi pour une des meilleures compagnies d'animation au Canada, qui est à Ottawa, OK. Mercury Filmworks, qui s'appelle. C'était pour travailler sur le show Réponse de Disney. Il y a eu un film, mais après Ah ça, ils ont fait une ouais. série animée. OK. Puis c'est ça, puis c'était fait à Mercury Filmworks à Ottawa. Puis j'avais rencontré à 2 reprises le propriétaire du studio, puis il avait bien aimé ce que j'avais montré, puis il m'a fait faire cette job-là. Donc, j'ai eu l'offre, comme il me restait seulement mon cours de création de projet de film d'études, j'ai eu l'offre de pouvoir finir mes études à distance. Donc, Mhm. j'ai fini mes études, mais le film final n'a jamais été ce que j'aurais voulu qu'il soit. Là. Tu sais, j'ai dû couper à des endroits, faire un Ah ouais. trailer plutôt que film complet. Mais j'ai quand même continué à développer le projet tout le temps après. Puis je savais que je voulais en faire une série animée à ce moment-là. Donc, j'ai développé ce qu'on appelle la Pitch Bible, là, qui est comme le document qui résume le projet. Puis, finalement, je suis allé au Festival du film d'animation d'Ottawa, où il y a un événement professionnel où là, tu peux pitcher des projets de série à des producteurs. Puis, ça, puis là, j'ai fait du speed pitching. Là. J'en rencontrais plusieurs, je leur parlais du projet. J'avais tout le temps un peu les mêmes commentaires, là, que le projet était très beau, mais que je devrais essayer de le sortir
en bande dessinée pour essayer de créer une audience parce que souvent, ces compagnies-là de production, ils veulent avoir des garanties que le projet va rapporter. Donc, ils aiment ça quand il y a déjà une audience qui suit le projet. Mhm. Donc, ça m'a ramené vers la bande dessinée. Mon but, OK. c'est toujours éventuellement de l'adapter en animation, mais ça m'a ramené à la bande dessinée. Puis aussitôt qu'ils m'ont demandé de faire ça, ben, j'ai envoyé mon projet à plusieurs éditeurs au Québec, là. Entre autres Presse Venture puis Glénat Québec. Les deux m'ont répondu oui super rapidement. Puis il se trouvait que le Salon du Livre de Montréal était juste 2 semaines après, donc je les ai rencontrés au Salon du Livre de Montréal, puis là, on a parlé, puis on a signé le contrat. Puis, on a signé le Wow. contrat en décembre 2020, puis là, le COVID est arrivé. Ouais, Mais ouais, ouais. mais c'est ça. On peut pas toujours choisir, là. Ça a délayé un peu la sortie de la version anglaise qui sort cet automne d'ailleurs, là. J'aurais voulu qu'elle sorte plus tôt, mais avec le COVID, ça l'a. Ouais, ça l'a reporté beaucoup de projets, beaucoup de choses comme ça, exactement. Mais écoute, fait que c'est un projet que tu portes depuis très longtemps. Oh, c'est né de quoi? C'est né en De base? 2014. À ce OK. moment-là, j'étais au cégep. Il y avait le concours cégep BD qui se faisait au collège de Valleyfield. C'était un intercollégial, là. Tous les cégeps allaient, réunissaient là-bas. Puis tu avais un 48 heures intense de formation en bande dessinée. Et lié à ça, il y avait un concours de bande dessinée. Je pense que c'était une carte à 6 pages. Et il y avait un prix de 1000 $ pour la première place, 500 pour le deuxième, 300 pour le troisième. Puis le projet de Aube en ce moment, je commençais à y penser, mais Aube n'existait pas encore. C'était vraiment la première chose qui est venue, c'est l'idée de réinventer le marchand de sable, parce que je trouvais qu'il y avait Ouais. un aspect intéressant qui n'était pas exploité. J'avais vu le film L'éveil des gardiens, si ça dit quelque chose. C'est un film, je pense, de DreamWorks qui réinvente un peu tous les personnages fantastiques. On a le Père Noël, le Lapin de Ah Pâques, oui, le oui. Marchand de sable, puis Ouais. c'est Jack Frost, le personnage principal. Ouais. J'avais vu ce film-là, puis tu sais, je me disais, souvent, on réinvente beaucoup, tu sais, le Père Noël de plein de manières différentes. Tu sais, dans ce film-là, je pense, c'est un gros bonhomme un peu comme un ninja, je pense. Mais tu sais, il y a plusieurs Mhm. réinventions du Père Noël. Puis je me disais que le marchand de sable, il y avait un potentiel qui n'était pas exploité, qui était là. Là, j'ai développé l'idée peut-être tu sais, que c'est un inventeur qui a un réacteur de rêve qui fait de l'énergie avec les rêves des gens. C'est de là qu'est partie l'idée. Donc, j'ai fait un petit 4 pages avec le marchand de sable, puis il y avait un autre personnage, puis c'était autour de ce concept-là. Ça OK. l'avait gagné la deuxième place. Ah. Donc, pendant, ensuite, pendant 1 ou 2 ans, c'est resté sur la glace. Là. Je peux me focusser sur d'autres produits, mais je pensais encore. Puis là, arrivé à l'université en sachant que je devais faire un film d'animation, ben là, j'ai pensé, il y avait encore du potentiel à cette idée-là. Puis là, j'ai commencé à Mhm. développer. Là, c'est Puis, Aube est arrivé à ce moment-là ou elle était ouais, pas Aube encore est, là? Aube est arrivé à ce OK. moment-là. OK. Puis, Aube, en fait, tu sais, une fois que tu as un concept d'univers qui est intéressant et qui est accrocheur, tu sais, quand tu écris une histoire, ça te prend un peu un thème, là, un dilemme moral que tu veux parler Mhm. dans ton récit. Puis Aube est venue de ça parce que Aube, elle a plusieurs aspects de moi, là, de mon parcours, parce que on écrit de soi-même, là, on peut pas s'en détacher. Euh, mais c'était un peu l'aspect de Hope qu'elle est très ambitieuse, elle est très fonceuse. Tu sais, elle est assez brillante, elle peut penser hors de la boîte, tu sais, elle est capable de se débrouiller. Euh, Puis elle a un gros rêve de devenir ingénieur de rêve. Pour elle, c'est tout, là, c'est ça qu'elle veut atteindre, donc elle travaille fort pour le faire. Donc elle a quand même des bonnes qualités de persévérance, de débrouillardise, mais aussi ça l'amène des défauts elle a peur du ridicule, tu sais, elle a peur de l'échec. Euh, Puis, elle a besoin de prouver ce dont elle est capable. Des fois elle perd la vision d'ensemble. Tu sais, elle est trop centrée sur ce qu'elle veut, sur son rêve qu'elle veut réaliser. Donc, elle va négliger un peu les sentiments des autres, puis tu sais, porter attention à ceux autour d'elle. Donc, il faut qu'elle apprenne tu sais, à Elle se gérer met ça. un peu en danger aussi, si ma mémoire est bonne, là. Il me semble Oui, qu'elle c'est se ça. met Des en fois aussi, elle danger. enfreint les règles, puis elle se met un peu en Ouais. danger. Tu sais, mais c'est tout l'aspect de. Tu sais, il y a une citation que j'aime bien de Fred Pellerin, là, que tu sais, quand tu as un rêve, il y a 4 étapes. Tu sais, c'est quoi ton rêve? C'est pour quand tu veux le réaliser? Qu'est-ce que tu dois faire pour l'atteindre? Puis pour qui il va bénéficier? Tu sais. Mhm. Cet aspect-là de pour qui il va bénéficier, qui manque peut-être à Hope et qu'elle doit découvrir, tu sais, c'est qu'elle veut devenir ingénieur de rêve, mais
quand tu es enfant, qu'est-ce que tu sais d'un rêve de cette grandeur-là? Là? Ça veut dire quoi, genre, être ingénieur de rêve? Tu sais? Puis, fait que c'est tous les aspects qu'elle va découvrir, tous les secrets de cette industrie-là dans laquelle elle veut travailler. Peut-être qu'elle va voir des choses qui lui plaisent pas. Qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là? Tu sais? Puis aussi dans ses relations interpersonnelles, là, elle a un ami d'enfance qui s'appelle Twain, dont elle est amoureuse. Là. Elle a Mhm. un kick dessus. Puis, dans le fond, mais comme elle est très fonceuse, puis elle a la croyance que si on travaille fort, on peut transformer la réalité en ce qu'on veut qu'elle soit. Donc, elle va souvent, elle va toujours dire que lui, c'est mon petit ami, puis elle va essayer d'imposer sa réalité sur lui, puis ce qu'elle veut. Sans vraiment prendre compte de si lui est d'accord, parce que Ouais. lui, il est très timide, fait qu'il la contredit pas encore. Fait que, il y a cet aspect-là aussi qu'il va falloir qu'elle apprenne, que peut-être ça marche pas de même, puis c'est ça. Fait que, il y a des étapes dans son parcours émotionnel qui vont se développer au fil de la série pour l'amener à finalement être un leader positif comme elle devrait être. Ouais, c'est ça, parce que dès le départ aussi, elle se fait mettre quand même des bâtons dans les roues. Elle veut tout de suite, on voit qu'elle veut brûler les étapes. Là. Oui, c'est ça, c'est ça. Dès le C'est un peu départ, là, l'idée. c'est sa première. C'est ça, au début, là, j'ai relu un peu l'intro, là, puis c'est ça, dans le fond, C'est ça, elle ah, veut, elle veut tout de suite aller dans le monde des rêves, mais il n'y a pas d'humains qui peuvent y aller, tu sais. Mais elle veut y aller là, maintenant. Puis elle est encore oui, des enfants, puis ils disent même les adultes viennent pas, c'est dangereux. Puis ben, justement, on va parler du monde, hein, parce que là, mais on a parlé de Hope, juste mais avant qu'on rentre là-dedans, c'est ça. parce que ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose, c'est que ce qui m'intéresse dans l'histoire, il y a aussi tout l'aspect entre tu sais, le rêve, le côté du rêve qui est l'inspiration, la créativité, tu sais, qui est plus libre, et le côté industrie qui est de commodifier quelque chose, puis, tu sais, de produire. Puis c'est un peu Mhm. cet aspect-là que je trouve qui est intéressant, là, qui joue aussi sur ces thèmes-là, de découvrir des choses que tu sais pas, que j'aime bien avec Aube. Mais oui, c'est ça. Tu voulais parler un peu du monde des rêves. Ouais, du monde des rêves, ben en fait, tu sais, parce que, tu sais, moi, ben, j'ai lu le tome 2 avant le tome 1. Hein, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai dit, on s'en est parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si je l'ai dit là, pendant le balado. J'ai lu le tome 2 avant le tome 1. Mais moi, je pensais que dans le tome 1, j'allais découvrir comment les rêves et notre monde réel avaient fusionné. Mais non, tout de suite, d'entrée de jeu, c'est déjà fait. Il y a comme il y a une fusion, dans le fond, entre Oui, ben ça, c'est notre quelque chose monde. que je peux expliquer un peu C'est ça. aux spectateurs, là. Mais dans la série de Aube, 62 ans avant le début de l'histoire, il s'est ouvert une brèche qui connecte le monde des humains au monde des rêves. Mhm. Euh, Puis ça s'est ouvert dans une petite ville qui s'appelle Sol-Colline, où les humains habitent. Et dans le monde des rêves, il y a un peuple qui habite là qui s'appelle les esprits, qui peuvent avoir toutes sortes de formes différentes. Mhm. Et ces esprits-là, pour eux, nos rêves, c'est un peu comme nous, le pétrole, dans le fond. C'est une source d'énergie. Euh, donc, avec l'ouverture, la brèche, on ne sait pas comment exactement ça s'est ouvert, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais avec l'ouverture de cette brèche-là, ça a créé un passage direct entre les deux mondes. Et il y avait de la tension à ce moment-là, à savoir si ça aurait pu déclencher des conflits. Mais c'est là que le marchand de sable est intervenu pour maintenir la stabilité, maintenir la paix. Puis là, il s'est développé un réacteur de rêve qui est une usine où on fait de l'énergie avec les rêves des gens. Puis c'est fait pour bénéficier un peu les deux côtés. Les deux races, les esprits et les humains, travaillent ensemble dans le réacteur. Mais il y a encore certaines tensions. On voit que c'est un monde en plein changement. Donc, on n'est pas certain de la direction dans laquelle ça va aller, mais ça se construit au début de l'histoire, c'est stable. Tu sais. Ouais, c'est ça, ça commence quand même assez bien, puis éventuellement, ça, ça dérape un peu. Puis il y a les cauchemars aussi, les cauchemars qui sont des entités Oui, à part. ben, c'est ça dans le fond, parce que pour faire de l'énergie de rêve, il faut qu'ils prennent les rêves et en extrait les émotions positives essentiellement. C'est ça qui fait l'énergie. Mais il en reste un résidu, un peu comme des déchets toxiques, que c'est de l'essence de cauchemar. Mhm. Et ce résidu-là est dangereux pour les esprits qui vivent dans le monde des rêves. Ça n'a pas vraiment d'effet sur les humains. Mais si un esprit entre en contact avec cette substance-là, il perd la tête. Là. Il se fait infecter, puis il est plus capable de penser rationnellement, il devient dangereux, tu sais, puis il change d'apparence. Donc, c'est ça. Il y a quand même cet aspect-là au début qui est dangereux, là, mais on va voir dans quelle direction ça va avec le fil. Mais Mhm. ça va. Comment tu as créé, tu sais, ce monde-là? Parce que, bon, tu es parti déjà du rêve, mais est-ce que toi-même, tu as fait un rêve de ça? Ou, En tu sais, fait,
comment ça s'est créé? Tu sais, si on parle d'inspiration, là, la création d'un monde, comment ça se passe pour toi? Ben, en fait, tu parles, est-ce que je m'inspire de mes rêves? En fait, non, Ouais. pas vraiment. Je me OK. rappelle vraiment jamais de mes rêves, là. C'est bien rare que C'est je me vrai? souvienne de mes rêves, là. En Ah, fait, moi, là, c'est l'inverse. J'en fais 1000 puis je m'inspire beaucoup de mes rêves. ben, Des en cauchemars, fait, j'en fais à la tonne aussi, hein. l'idée, c'est un peu que je voulais un monde où je peux aborder plein de sujets, aller dans plein d'univers. Tu sais, c'est un peu l'idée, tu sais, admettons, si on pense à Marvel, qui ont un multivers où ils peuvent aller, puis Mhm. il y a plein de réalités différentes. Ben, les rêves, dans mon histoire, ça joue un peu ce rôle-là. C'est que Aube, là, je l'ai pas dit, mais elle a un œil vert et un œil bleu. Oui, Et c'est son vrai. œil vert lui donne le pouvoir d'entrer dans les rêves des gens. Mais on ne sait pas d'où ce pouvoir-là lui vient. Ça, c'est un des mystères dans la série. Puis elle est la Euh, seule à avoir ce pouvoir-là. C'est pas c'est quelque ça, chose elle est la qui est seule à avoir commun. ce pouvoir-là. Mhm. Mais le fait qu'elle peut entrer dans les rêves lui permet de se retrouver dans plein d'univers différents. Tu sais, dans le premier livre, elle va plonger dans un rêve et se retrouver dans l'espace, dans un combat de vaisseau spatial. Mhm. Mais c'est ça, tu sais, ça peut être toutes sortes de choses, là. Dans les prochains albums, vous allez voir, tu sais, d'un coup, elle peut se retrouver dans un univers fantastique avec des dragons, des choses comme ça. Fait que c'était cet aspect-là de pas être limité, d'avoir quand même beaucoup de liberté dans quel genre de monde je veux que les albums se passent, qui a amené l'idée du rêve, là. Puis bien sûr, il y a l'aspect aussi de créer deux mondes distincts qui se retrouvaient dans mon projet que j'avais avant, que je voulais quand même conserver, comme deux ambiances de couleurs, deux mondes assez différents. Je sais ça que là, le tome 3 qui s'en vient en janvier se passe presque entièrement dans le monde des rêves, là. C'est OK. l'introduction de cet endroit-là. Parce que c'est mentionné dans le premier, dans le deuxième, mais on ne le voit pas exactement c'est quoi, tu sais. Mais c'est ça, dans le troisième, là, on rentre dans le vif du sujet où là, ils vont dans le monde des rêves. C'est des ambiances de couleurs complètement différentes, un monde qui marche d'une manière complètement différente. Bien sûr, je peux pas trop en parler encore là, parce que c'est pas sorti, ça s'en vient pour aux alentours de janvier 2024. As-tu Mais dit tu sais, couleurs différentes? Parce que là, je vois derrière toi un petit peu, là. oui, ben, en fait, C'est un croquis ça pour nous. ça, c'est un poster promotionnel là, que je vais amener dans les salons du livre cet automne. Mais OK. ça, dans le monde des rêves, c'est ce genre d'ambiance-là, avec beaucoup des tons de mauve sombre, puis des couleurs un peu multicolores qui viennent de ce volcan-là, que je peux pas trop en parler, là. Ouais. Puis puis il y a comme une espèce d'océan dans lequel il y a des taches comme ça, là. C'est c'est ça. Je vais vous Mais c'est laisser le ça, c'est découvrir, je n'en dirai pas trop, mais c'est quasiment comme un autre gros aspect de l'histoire, là. mais C'est c'est comme ça, puis c'est bleu, tu sais, si je regarde avec le tome 1 que je vous montre ici, tu sais, ceux qui ne le voient pas, oui, c'est très rose, très coloré, mais en fait, toutes les couleurs sont là. Il y a du oui, rose, il y a du vert, il y a les du jaune, deux, il y a du bleu. les deux mondes ont quand même très coloré, hein, c'est beaucoup multicolore, mais c'est plus l'aspect que dans le monde de jour des humains, c'est des couleurs plus de jour, tu sais, beaucoup des jaunes Très aussi, des pastel. turquoises un peu. Puis dans le monde des rêves, c'est vraiment du plus sombre avec beaucoup de mauve, puis les accents colorés, tu sais. Mais je dirais plus chaud, plus froid, peut-être. Oui, oui, c'est ça. Ouais, mettons. Je peux pas dire, je les ai, tu sais, j'ai pas tout vu. Puis, tu sais, quand je regarde le tome 2 aussi est très bleu, Oui, c'est ça. de bleu, ça. Puis, c'est ça. Puis, ben, oui, c'est ça. Puis les personnages des esprits sont tous très différents. Il n'y en a oui, pas un pareil, je pense, là. Je ne veux pas me tromper, euh, mais je suis pas encore rentré avoir vraiment. dans exactement comment ils sont, d'où ils naissent, d'où ils viennent les esprits. Mhm. Mais à la fin du tome 2, on découvre quand même quelque chose, là. Dans le fond, les esprits, si je, si je peux spoiler un peu au lecteur, là, c'est peut-être arrêter d'écouter là puis revenir 30 Revenir secondes dans deux après. minutes. Mais dans le fond, les esprits, ils naissent de Hmm. rêves des gens. Donc, quand on fait un rêve, tu sais, on y attache les émotions de la journée qu'on a vécue, Mhm. puis tu sais, qui se reflètent dans notre rêve. Ces émotions-là deviennent un peu l'ADN de l'esprit qui est créé. Donc, tu sais, leur personnalité fit avec le rêve à partir duquel ils sont créés. Puis ça, on le découvre un peu dans le deuxième, là, mais il y a beaucoup de possibilités scénaristiques qui vont venir avec ça au fil des Clairement. prochains albums. Clairement, oui, c'est ça. C'est ben, justement, tu en parlais tout à l'heure, mais tu sais, le fait que Aube se promène dans les rêves des gens, ça lui donne aussi la possibilité, tu sais, ça te donne la possibilité de créer vraiment n'importe quoi, là. Tu sais, Ben oui, tu c'est-
peux aller n'importe où, là, tu sais, versus, c'est pas moi, quelqu'un qui crée, ben, tu sais, comme quelqu'un, mettons, on va parler du Seigneur des Anneaux. Ben, le Seigneur des Anneaux, c'est un peu Moi, médiéval. Tu sais, on est restreint dans un cadre. Toi, t'en as juste pas. Tu sais, ben, tu dois bien vivre avec ça, j'imagine, parce que c'est ça que tu as voulu, tu sais, mais ben oui, que c'est toutes ça ces que j'ai. possibilités-là, est-ce que des fois, ça devient un peu étourdissant? Non, quand même. Ok. Tu sais, je connais bien mes thèmes, puis je sais dans ce que je veux raconter, dans quelle direction je veux que ça aille, là. Puis ça fait quand même longtemps que je développe le projet, là, donc Ouais. tu sais, je pars pas de zéro chaque fois que j'écris un nouveau livre, là. J'ai quand même une bonne ligne directrice, puis des choses que je veux qu'il se passent, donc... Comment tu l'as défini, cette ligne directrice-là? Parce que moi, je sais que je partirais partout. Je pourrais pas, là. C'est trop. Il y a trop de choix. Ben, C'est- je l'ai dessiné un peu autour du parcours de Hope, de ce que je veux raconter, là, comme je disais, de l'idée de qu'est-ce que ça Ouais. prend pour devenir un bon leader, puis de poursuivre ses rêves pour les bonnes raisons. Et avec l'aspect de l'industrie, parce que, tu sais, quand on parle d'industrie, tu sais, on peut penser souvent, tu sais, genre être patron d'entreprise n'est pas nécessairement le rôle le plus moral, là. Des fois, tu sais, on peut penser aux compagnies pétrolières qui ont caché Ouais. ce qu'ils savaient sur les changements climatiques pendant des années. Puis ça. Fait que, tu sais, il y a un aspect plus personnel de haut, mais aussi l'aspect plus de l'industrie qui est plus comme, tu sais, pas politique, mais tu sais, plus global, là, si on veut. Donc, c'est sur deux aspects-là que j'ai orienté l'histoire. Puis tous les personnages de l'histoire, tous les autres personnages, ont été créés autour de la personnalité de Hope. Par exemple, tu sais, il y a le petit Volt qui est le monstre qui dort sous le lit de Hope Ouais. parce qu'il est capable de retrécir et ça lui permet de voyager avec elle dans sa aventure. C'est un petit personnage très farceur, joueur de tour. Oh, il est Euh, tannant. c'est ça, mais l'idée derrière ce personnage-là, c'est que Aube veut grandir trop vite, elle veut toujours être pris au sérieux, mais aussi elle a besoin de prouver qu'elle est la meilleure. Donc, si on lui lance un défi, elle va dire oui. T'sais. Fait que Volt, il est capable de la faire indulger dans son côté enfantin en lui lançant des défis. Fait que, ça peut être, admettons, un combat de bataille d'oreiller ou jouer aux jeux vidéo. Lui, il va dire Hey, tu peux pas me battre. Puis là, oh, ben, il faut qu'elle prouve qu'elle est capable, donc elle va embarquer. Fait que, il vient nourrir ce côté-là de Hope que Hope, si elle est laissée à elle-même, elle va peut-être négliger. Mhm. Puis on a Camilla qui est un autre personnage, qui est une chasseuse de cauchemars. Puis elle, c'est l'inverse, c'est une Ouais. figure d'autorité, quelqu'un que Hope admire et qu'elle veut ressembler. Fait que c'est le côté plus sérieux de Hope. Puis ensuite, on a Wendy, qui est la mère adoptive de Hope. Puis elle, c'est une personne intéressante qu'on ne connaît pas encore sur beaucoup son passé, mais dans sa personnalité, elle fait de son mieux, mais elle a de la misère à être organisée, à tenir un emploi, tu sais. Mais Ouais. c'est pas parce qu'elle est pas intelligente. Au contraire, elle est vraiment, vraiment perceptive, vraiment brillante. Mais c'est comme si elle voit pas l'utilité de mettre l'effort. Ouais, t'es un Euh, peu nonchalante, mais. oui, c'est ça, c'est exactement le terme, là. Mais tu sais, elle apprend, quand il s'agit de Aube, là, elle en prend soin, puis tu sais, elle Oui. porte plus attention. Mais avec ce personnage-là, c'est l'aspect ambition, parce que tu sais, Aube est vraiment ambitieuse, elle veut se rendre loin. Sa mère, au contraire, a pas vraiment d'ambition, mais elle est bien avec elle-même pareil. Tu sais, c'est une personne très complète qui n'a pas besoin de plus. Tu sais. Puis, ça fait que c'est ça, il y a un aspect qui contraste entre les deux personnages qui peut créer des tensions, mais en même temps, son mère-fille fait qu'ils s'aiment inconditionnellement. Là, fait que Mhm. c'est quelque chose qui va se développer dans leur relation, mais c'est ça, c'est bien de penser à comment les personnages qu'on crée viennent se connecter avec notre personnage principal. Tu sais, c'est sur quel thème comment ils sont différents, puis comment ils réagiraient face à une situation Ouais, puis ça chaque. fait travailler Aude, tu sais, là, je dis ça, là, je me souviens pas exactement mais tu sais, ça la fait travailler sur des aspects d'elle-même. Ben oui, c'est ça, parce Avoir que une mère désorganisée alors que elle, c'est à peu près tout ce qu'elle veut c'est pas ça. être. Si les personnages ont des personnalités différentes, tu fais juste les mettre dans une situation, puis ils vont chacun agir à leur manière, puis ça va créer des situations intéressantes, là. Ça va créer des bons Exact. dialogues. Exactement. Puis est-ce que là, t'as l'air d'avoir vraiment une bonne ligne directrice, mais est-ce que tu te laisses aussi un peu mener par tes personnages de temps en temps ou si vraiment c'est Oui, toi oui. qui est le grand Manitou? Parce que il y a ça, Ben c'est un oui. aspect le fun de l'écriture, c'est que des fois, nos personnages nous surprennent. Non, vraiment, vraiment, ça, Ouais. effectivement, là, je peux pas trop parler exactement c'est quoi, mais récemment, j'étais dans l'écriture du quatrième tome, puis
il y a quelque chose comme ça qui s'est passé, là. J'écrivais une scène avec une situation, puis je me suis rendu compte tu sais, c'était pas prévu, mais je me suis rendu compte, voyons, non, tu sais, en ce moment, la personne qui narre cette scène-là, c'est telle personne. Puis si on est dans sa tête à elle, est-ce qu'elle parlerait différemment de si on l'était pas, tu sais, de si Mhm. si elle parlait en vrai? Fait que là, j'ai pensé, ah ouais, mais il y a ça que je peux faire. Puis tu sais, c'est trop bon, là, j'ai pas le choix de le faire, tu sais, je vais trouver comment ça marche après, mais tu sais, ouais, il y a des fois, on est surpris par quelque chose qu'on n'avait pas pensé, puis Ouais, c'est ça nous amène fascinant, vers la une piste. création. Ouais, oui. Justement, c'est ça. Puis je trouve ça le fun parce que tu parles du monde du rêve. Puis dans le monde du rêve, ben, c'est ça, tout peut se produire. Puis les esprits ont quand même leur entité propre. Mhm. Dans le fond, c'est l'humain crée le rêve, mais après ça, le rêve, Ouais, c'est un peu devient ça une aussi quand on personne. écrit. C'est un peu ça comme quand, en tout cas, moi, c'est comme ça que ça se passe. Je me trompe peut-être pour toi, mais c'est qu'on a l'idée, c'est l'humain qui a l'idée de base, qui va la développer, mais éventuellement, cette idée-là devient une entité propre. Puis à un certain moment, il y a un switch qui se fait. Puis Ouais. l'écrivain devient comme plus la machine de Hmm. l'idée qui prend toute la place. Je sais pas si c'est clair ce Non, que j'essaie je de suis d'accord, c'est vrai, là, ça vient prendre sa propre vie, là. À un moment donné, C'est c'est un ça, peu, c'est que ça devient une entité, comme Aube, on parle de Aube comme si c'était une personne, ouais. elle devient une personne, littéralement, je trouve ça vraiment super fascinant, puis c'est que tu le développes super bien dans Mais tes c'est livres, c'est pour ça que je trouvais que c'était le fun qu'on commence là-dessus ensemble. mais c'est un aspect qui est intéressant du fait que tu sais, les esprits naissent d'un rêve que je voulais quand j'ai créé la Mm. série. C'est que tu sais, je peux non seulement développer comme la personnalité puis le passer de l'esprit en tant que tel comme il est, mais le rêve à partir duquel il a été créé, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, il y a peut-être, tu sais, des fois, il peut avoir si on veut, une backstory derrière la backstory. Donc, tu sais, Ben oui, ah ça oui, me permet de créer des choses intéressantes. J'ai bien j'aime. hâte de faire découvrir euh, plus en profondeur l'univers dans les prochains albums au lecteur, là. Ah ouais, moi aussi, j'ai vraiment très, très hâte. Donc, on parle d'un tome 3 en janvier 2024. Au moment où Oui. on fait ce balado-là, on est en septembre 2023, donc ça s'en vient dans quelques mois. Pour le Oui. moment, il y a deux tomes. Puis, Aude, Le réacteur onirique, puis le tome 2, Le Festival des les- esprits. J'ai lu le 2, alors ça se fait très mais, bien, c'est possible. mais aussi, si je peux dire, Ouais, les trois premiers tomes, c'est vraiment un arc narratif, là, donc ça se développe. Puis au troisième, il va avoir des gros punchs puis une certaine closure. ouais, ouais. Mais tu sais, ça va amener sur autre chose. Le troisième tome, c'est vraiment pour moi le moment dans l'histoire où là, ça monte d'un cran. Là. Ça devient quelque chose de OK. plus. Donc j'ai hâte de le faire découvrir pour ça, là. Ouais, ouais, j'ai très hâte. On va se revoir en salon du Pour livre très pour ceux qui le certainement. savent, à la fin du deuxième, on a un petit peu un mystère, un coupable qui se dévoile, un petit côté mystérieux. Dans le troisième, on va explorer ça, là. On va découvrir c'est quoi ce mystère-là. Wow, j'ai très hâte de me replonger dans l'univers parce que le tome 2 je l'ai quand même lu, ça fait plusieurs mois. Le tome 3 ben, je l'ai. Oui, excuse-moi, le tome 1 parce que j'ai lu dans l'inverse, je suis comme, ça marche pas. Mais c'est ça, on l'a eu plus tard. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de me replonger dans l'univers du rêve. C'était super intéressant. Merci beaucoup, Patrick, d'avoir ouvert la saison avec moi Ah ouais, ça fait sur ce plaisir. Puis, sujet très intéressant. Puis tu as vraiment un parcours intéressant. Puis je te souhaite, en tout cas, j'espère que ça va se développer en série de télé. Je ne sais pas où est-ce que tu en es là-dedans. On pourra peut-être s'en reparler oui, ben, éventuellement. Ça serait avec la un version beau anglaise, je démarrage. vais pouvoir commencer à me repencher un petit peu du Une côté version d'approche anglaise des qui s'en vient. producteurs, là. Ouais, cet automne, le tournoi sort en anglais, puis OK? tu sais, la plupart des producteurs sont anglophones, là. C'est à Ottawa. Ah oui, ça Fait va que, tu sais, ouvrir beaucoup de portes. c'est ça, ça offre des possibilités de recommencer à pousser de ce côté-là. Effectivement. Donc, on peut rappeler que c'est disponible en librairie. Oui, Euh, en librairie partout. Puis si ouais. je peux le dire aussi, si vous aimez la série, là, j'offre aussi des ateliers scolaires aux écoles. Donc, si vous en Mhm. parlez à vos professeurs ou si pas de professeurs vous-même, là, je me déplace vraiment partout au Québec. Fait que, sur Avec culture culture à éducation, l'école ou ouais, culture à l'école, c'est ça le répertoire. OK, dans le répertoire culturel à l'école. Pour C'est ça. les apprenants.
ça fait toujours plaisir de rencontrer les élèves, de partager notre passion, puis ça aide Ouais. beaucoup les tuteurs, Moi, donc si je peux ajouter, n'hésitez pas à aller le voir en salon du livre aussi, là, très oui, je ouvert, l'ai fait aussi. très bon avec les enfants. Il a beaucoup pris de temps. Ben, Patrick, tu as pris beaucoup de temps avec Noé, puis je voulais te remercier là, de ça. Là. Il y avait des yeux, il y avait des étoiles dans les yeux toute la journée après ça. C'était vraiment super cute. Puis il a dessiné, dessiné, dessiné. Il a presque fini une première bande dessinée. Ah, c'est le fun. Fait que Ça, c'est vrai à dire, il ne faut vraiment pas attendre en bande dessinée. Là, aussitôt qu'on veut en faire, il faut commencer à en faire. Là. Tu sais, souvent, il y a des gens qui Ben disent, oui. bon, ben, apprends à dessiner tes personnages, apprends à devenir bon à dessiner des décors avant de commencer, mais tu peux tout de suite te lancer, raconter des histoires, puis apprendre en le faisant, là, c'est la meilleure manière. Ben oui, puis il ne faut pas se décourager. Tu sais. Lui, souvent, il se décourage parce qu'il trouve ses dessins ne sont pas assez beaux. Mais tu sais, il y a Ah, 10 ans, là, c'est ben ça, oui, j'essaie d'expliquer. Je dis, t'as tellement de temps encore, faut que tu sais, c'est en le faisant. Puis on va pouvoir conclure là-dessus. Dans le fond, c'est vraiment en le faisant qu'on développe. Tu sais, toi, tu as oui. commencé il y a longtemps, là. Tu faisais des dessins à partir de tes mangas, puis tu as développé, tu sais, Puis, tu sais, ça si t'a je peux pris du dire temps. une leçon que moi j'ai appris, c'est que, tu sais, on veut que ce soit super beau quand on est jeune, mais la beauté du dessin quand on est jeune, c'est pas la chose la plus importante parce que, tu sais, si on prend 2 semaines à faire un super beau dessin, pendant ce temps-là, on aurait pu en faire 20, 25 qui sont moins beaux, mais qui nous apprendraient plus à comment poser nos personnages, comment faire des poses différentes. Donc, tu sais, l'aspect savoir sketcher est important. C'est la base de tout. C'est de la planification, tu sais. Si ton montage est bien fait, tout va être plus facile après. Tu sais. Ça va être plus facile de corriger un problème que de le corriger à la fin du processus. Tu sais. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on parlait de storyboard aussi pour les films puis tout ça, mais tu Ouais, sais, c'est c'est ça pas le travail. léché, c'est pas très beau. Puis, tu sais, ce qui est important, c'est est-ce que je fais un gros plan? Qu'est-ce que je veux montrer? Moi, Oui, tu ça sais, me fascine beaucoup, là, tu sais, quand je regarde, là, tu sais, tu sais, les choix là, qui sont faits là, dans les dessins. Tu sais, ben oui. oui, il y a l'aspect qui est très beau, mais il y a aussi l'aspect qu'est-ce que je montre parce que le dessin devient Oui, du texte aussi. le découpage, c'est carrément un autre sujet. Ouais. Là. Si vous avez un autre Ouais. auteur qui est capable d'en parler, ça peut être une super belle podcast, là, parce que c'est vrai, là, il y a des choix derrière toutes les manières dont les cases sont placées, puis comment qu'on raconte. Là. Tu peux même aller créer de la poésie dans comment tes cases sont agencées. C'est vraiment... cet aspect-là, c'est ça qui me fait triper de la bande dessinée. Là. Ben oui. Puis c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis pas capable de le faire. Je suis vraiment pas capable. J'ai essayé parce que je sais dessiner, je sais écrire. Fait que je me disais, ben voilà. Ben non. Puis je regarde mon garçon faire, puis lui, c'est inné, tu sais. Il sait comment montrer les choses. Oui, c'est des bonhommes allumettes, mais l'émotion est là. Ben oui. Tu sais, ça me fascine, ça me fascine. Moi, je suis vraiment pas capable de faire ça. Tu sais, c'est des talents où on développe, où on observe, où tu sais, il y a des forces, là, mais oui. Puis ça ouvre la porte au prochain épisode parce qu'on va être avec Pierre Rodrigue, qui est Mhm. aussi un BDiste, illustrateur et auteur. Puis on va aborder justement les différents types d'écriture, dont la scénarisation, l'écriture de romans, puis l'illustration. Tu sais, parce que l'illustration, c'est une forme. Je peux pas dire que c'est une forme d'écriture, là, c'est pas ça que je veux dire, mais Ah, c'est les notions qui l'illustration comptent. fait partie du texte quand on a un livre illustré. L'illustration est vraiment sa part, là, tu sais, ça ajoute au texte. Oui. Et on va aborder ça dans le prochain épisode. Donc, merci beaucoup, Patrick. Ça a Ça été un marche, ça fait plaisir plaisir. Puis, de j'espère te... que le balado va avoir du succès. Puis tout, là, c'est vraiment intéressant d'offrir l'opportunité aux gens Oui, ben, d'entendre le processus, là, puisque derrière le petit livre qu'on achète. Là. c'est vrai, hein, parce que, tu sais, on sait pas tout ce qui se passe derrière, puis d'où ça vient, puis d'où ça sort, puis tout ça, fait que ça risque d'être très intéressant. En tout cas, ça part très bien. Ben, Merci beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.